bête. Monsieur, dame, bonjour, est-ce qu'on peut démarrer? C'est bon pour tout le monde? C'est bon? Monsieur le ministre, c'est comme vous voulez. Mesdames et messieurs, bonjour. Suite à la réunion de copie organisée hier par Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, nous organisons ce matin la réunion, la conférence de presse pour vous faire part de l'actualité en matière de riposte contre la Covid-19. Je me permets de faire cette conférence avec le masque au regard de la 4e vague, avec l'actualité actuelle de cette 4e vague qui est marquée par la présence du variant Omicron et qui est un variant très contagieux et qui nous oblige à respecter nos mesures barrières. Comme vous le savez, début décembre 2022, nous avons enregistré une flambée épidémique. Cette flambée épidémique est caractérisée par une augmentation exponentielle du nombre de cas contaminés par la Covid-19 et les examens PCR, les tests antigéniques qui ont été réalisés, effectivement, nous ont orientés, après la technique de criblage de ces tests PCR, nous ont montré qu'il y avait la présence du variant Omicron. Tous les tests positifs ne montrent pas la présence de ce variant, donc il y a une proportion de tests autour de 20-25% qui montrent des tests positifs au variant Omicron. Donc, comme partout ailleurs, comme dans de nombreux pays, on a une cohabitation entre l'ancien variant qui est le variant Delta et le variant Omicron qui, aujourd'hui, représente en termes de 20 à 25% des taux de contamination. Mais cela va extrêmement vite parce que c'est un variant très contagieux. C'est un variant qui a un taux d'attaque extrêmement important et un taux de dédoublement fort. Vous l'avez constaté, début décembre, nous étions sensiblement à 80 contaminations journalières. 2 jours plus tard, nous sommes passés à 220. 2 jours plus tard, nous sommes passés à plus de 800 nouvelles contaminations. Donc, ce qui montre le caractère très contagieux de ce nouveau variant et explique la flambée épidémique que nous enregistrons ces derniers jours. Donc, c'est aussi pour dire que, en faisant le tour dans les structures sanitaires, nous avons constaté que les personnes non vaccinées, les personnes qui ont des comorbidités, étaient plus fragilisées par l'apparition de cette nouvelle vague. C'est pourquoi nous insistons une fois de plus sur la vaccination contre la Covid-19, qui est une recommandation forte du gouvernement pour permettre de protéger les populations contre cette nouvelle vague de variant Omicron. Nous constatons aussi un relâchement pour les personnes vaccinées, où ces personnes qui sont vaccinées estiment qu'il ne faut plus respecter les gestes barrières. Je pense que c'est l'erreur à ne pas faire. Lorsque nous sommes vaccinés, nous devons continuer à respecter les mesures barrières. Parce que, comme nous l'avons dit lors de la dernière conférence de presse, pour apprendre à vivre avec la Covid-19, il faut être vacciné et respecter les mesures barrières. Ces mesures barrières concernent
le port du masque, mais aussi le lavage des mains, le respect de la distanciation. Donc nous interpellons une fois de plus les personnes vaccinées à respecter les mesures barrières. Ils ne sont pas exclus, elles ne sont pas exemptées sur le respect de ces mesures barrières. Sur les mesures prises en Conseil des ministres, vous avez suivi l'actualité dans ce sens, et le Conseil des ministres du 3 janvier 2022 a permis de renforcer le corpus juridique de la riposte contre la Covid-19. Et un certain nombre de mesures ont été prises relatives à la gestion des voyageurs en provenance de l'étranger, où les personnes qui rentrent au Gabon, qui reviennent de l'étranger, doivent, pour les vacciner, ces personnes sont exemptées de mise en quarantaine, mais doivent être testées. Et les personnes non vaccinées, par contre, doivent faire une quarantaine de 5 jours. Il s'agit également de l'augmentation du nombre de vols hebdomadaires qui passe de 2 à 5. Il s'agit également des conditions de circulation des personnes vaccinées et non vaccinées. Aujourd'hui, le gouvernement facilite la circulation des personnes vaccinées en dehors des heures de couvre-feu. Pourquoi? Parce que tout simplement, les personnes vaccinées, même si elles peuvent être contaminées par la Covid-19, mais sont moins vulnérables à développer une maladie, une forme grave contre cette maladie. C'est pourquoi on se dit, ces personnes ayant une immunité acquise grâce au vaccin peuvent effectivement circuler en dehors. Ça évite que ces personnes, lorsqu'elles attrapent la Covid-19, ne se retrouvent 2 ou 3 jours après en soins intensifs, en réanimation, pour être prises en charge, et parfois même ces personnes décèdent. Aujourd'hui, avec la 4e vague, la différence, elle est nette entre les personnes vaccinées et les personnes non vaccinées. Les personnes vaccinées qui ont été contaminées par la Covid-19 développent des formes asymptomatiques et développent des petites formes légères, à terme de petites grippes, petites toux. Et par contre, les personnes non vaccinées se retrouvent avec des formes modérées, assez compliquées, et parfois présentent des formes graves qui nécessitent leur hospitalisation dans des unités de soins intensifs. Nous ne cesserons jamais de le répéter que la vaccination protège plus de cette pandémie que de pouvoir avoir confiance à son immunité naturelle qui aujourd'hui montre les limites. Il s'agit également, comme mesure, des contre-indications à la vaccination. Le décret qui sera publié au journal officiel dans les tout prochains jours précise ce que c'est les contre-indications à la vaccination. Et là-dedans, dans ce cas, le professeur Bouillou vous précisera quelles sont les modalités qui permettront de définir les contre-indications à la vaccination. Parce qu'il y a des personnes qui souffrent certainement d'un certain nombre de pathologies qui, n'étant pas éligibles à la vaccination, auront des tests PCR gratuits. Le décret, les mesures ont abordé sur la tarification des tests de dépistage individuels. Ce qu'il faut savoir, c'est que les mesures qui ont été prises définissent 2 types de dépistage. Le dépistage de masse et le dépistage individuel. Et la tarification qui a été communiquée lors du communiqué final parle plutôt de la tarification individuelle des dépistages VIP. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire qu'il existe 2 types de tarification. La tarification de masse, plutôt le dépistage de masse et le dépistage individuel. Et cette tarification qui a été communiquée, il s'agit de la tarification individuelle, VIP. Pour ce qui est de dépistage de masse, il s'agit des campagnes que le gouvernement décide d'organiser à travers des unités mobiles, à travers des grandes campagnes de dépistage, et ces campagnes de dépistage sont souvent des campagnes de dépistage gratuites, avec les unités mobiles, des équipes qui sont mobilisées. Par contre, lorsque les personnes
de manière individuelle, vont dans des laboratoires pour faire le dépistage, en VIP, il y a cette tarification qui a été classée. Des instructions ont été données aux responsables des laboratoires de pouvoir faciliter le dépistage pour les personnes vulnérables, parce que nous sommes dans une situation de la Covid-19. Ce qui veut dire que chaque jour, dans des laboratoires, il y a des personnes vulnérables qui bénéficieront des facilités de dépistage, parce que ces personnes sont des personnes, par exemple, qui peuvent avoir la Covid-19, ou ce sont des personnes qui ont un besoin urgent de se faire dépister. À partir de cet instant, des facilités leur seront accordées, ce qui sera différent du dépistage individuel, lui, qui a un tarif bien spécifique à 50 000 francs dans la zone VIP de Gaoma et à 10 000 francs lorsque les équipes des laboratoires sont sollicitées dans les entreprises, par des collectivités, par des administrations pour faire le test de dépistage contre la Covid-19. Le problème de la gratuité a également été encadré, les tests de dépistage, plutôt le problème de la durée de validité a été également encadré dans ce décret, où les tests de dépistage rapide ont une durée de validité de 48 heures et les tests PCR ont une durée de validité de 14 jours. Sur l'accès aux lieux publics, des précisions ont également été apportées dans ce sens, parce que dans les arrêtés qui ont été annulés, effectivement, il y avait une globalisation des lieux publics sans faire une différence importante. Or, à partir de la publication officielle du décret, il est précisé que les hôpitaux, les centres commerciaux, les pharmacies, les banques sont exemptés de ce contrôle de passe sanitaire. Ça veut dire que les personnes pourront s'y rendre sans qu'on leur exige la présentation du passe sanitaire. Par contre, pour ce qui est des bars, des snack bars, des boîtes de nuit, le passe sanitaire est indispensable. Pour les personnes vaccinées, ce sera l'attestation ou la carte de vaccination, et pour les personnes non vaccinées, ce sera un test de dépistage qui est valide. Si c'est un test de dépistage antigénique, ce sera 48 heures de validité. Si c'est un test PCR, ce sera 14 jours de validité. Et nous avons également, lors du réunion du COPILIER sur les hautes instructions de Madame le Premier ministre, évoqué le démarrage dans les tout prochains jours de la 3e dose de vaccination contre la Covid-19. Comme vous le savez, l'actualité scientifique, avec toutes les informations que nous observons, montre la durée de validité de vaccination, la durée d'efficacité plutôt de la vaccination après la 2e dose. Et plusieurs pays, suite à qui ont commencé la vaccination avant nous, ont bel et bien remarqué qu'au bout de 5 à 6 mois après la 2e dose, il y avait une diminution de l'efficacité du vaccin dans l'organisme. C'est-à-dire le système immunitaire que nous confère la vaccination diminue après 5 à 6 mois. Donc, au Gabon, les premiers vaccins ayant eu lieu au mois de mars, nous sommes effectivement dans cette fenêtre où il est important de faire une dose de rappel. Le professeur Bouillou va repréciser quelles sont les modalités de cette 3e dose, et le démarrage effectif de cette vaccination pour la 3e dose vous sera communiqué. Toutes ces mesures, tous ces dispositifs nécessitent également une responsabilité. D'abord, une responsabilité individuelle. Nous constatons qu'il y a un grand relâchement d'abord individuel, parce que plusieurs personnes aujourd'hui, on le voit dans les mariages, dans les bars, dans des cérémonies familiales, des cérémonies professionnelles qui continuent,
à ne pas porter le masque. Nous constatons que la décision du président de la République de pouvoir ouvrir pour permettre à la population gabonaise de retrouver leur liberté protégée, se transforme aujourd'hui en liberté à risque. Pourquoi? Parce que les tenanciers des bars, les tenanciers des boîtes de nuit, les tenanciers des restaurants ne font aucun effort pour respecter le dispositif sanitaire qui permet de protéger le consommateur, parce qu'il en va de leur responsabilité. Les mesures sont bien claires sur ce point. L'accès à ces lieux est conditionné par la présentation d'un pass sanitaire. Pour les personnes non vaccinées, le test PCR négatif, et pour les personnes vaccinées, l'attestation de vaccination. Il est important et nécessaire que les tenanciers de ces commerces puissent respecter le protocole sanitaire qui a été édicté par le COPIL. Pourquoi? S'ils ne le font pas, ces endroits, ces bars, ces lieux publics deviendront des lieux de cluster où ce seront des sources de contamination parce que les gens qui y vont ne se protègent pas, se contaminent entre eux et nous maintiendrons cette pandémie dans notre pays alors qu'ailleurs, à cause du respect des mesures, l'incidence de cette pandémie est en train de diminuer. Donc voilà un tout petit peu, mesdames et messieurs, l'objet de cette conférence de presse et dire que ces mesures seront effectivement, les mesures du décret qui a été pris par le Conseil des ministres ne seront applicables qu'après publication au journal officiel. Merci. Le professeur Bouillot va faire quelques précisions sur les notions de contre-indication de la vaccination à la troisième dose et quelles sont les modalités pour la délivrance du certificat de contre-indication, quelles sont les modalités qui seront mises en place par le Comité national de vaccination pour la délivrance de ces attestations de contre-indication et de non-délivrance. Je vous remercie. Bonjour à tous. En ce qui concerne donc la vaccination contre la COVID-19, il est important de préciser les contre-indications, mais toutefois, nous observons, comme l'attestent les chiffres de la vaccination d'hier, que les personnes prioritaires à la vaccination, définies prioritaires depuis le 23 mars, qui sont les personnes âgées, porteuses de comorbidités, les personnes porteuses de comorbidités, notamment l'hypertension, le diabète, contrôlé ou pas contrôlé, c'est-à-dire une hypertension stabilisée ou pas, un diabète stabilisé ou pas, un cancer, une insuffisance rénale, une insuffisance hépatique et bien d'autres pathologies, l'asthme, ces personnes ne représentent même pas 10% des vaccinés, alors qu'elles sont les personnes prioritaires. Les personnels de santé aussi ne représentent pas 10% des vaccinés. Hier, 272 373 volontaires avaient au moins reçu leur première dose et 213 000, près de 214 000 ont reçu une vaccination complète. Donc, à côté de ces personnes qui sont prioritaires, il y a quelques mois, à l'issue des résultats des analyses scientifiques faites ailleurs et de la tolérance du vaccin, un autre groupe de personnes a été déclaré éligible et a commencé à se faire vacciner. Il s'agissait des femmes enceintes et des femmes allaitantes. Il s'agissait des drépanocytaires. Il s'agissait des personnes ayant des maladies auto-immunes
telles que le lupus, la polyarthrite, etc., des maladies de système. Et il s'agissait aussi des personnes qui étaient sous antivitamine K, notamment les personnes porteuses de pathologies cardiaques. Ces recommandations ont été faites en tenant compte de l'avis des médecins spécialistes qui suivent ces malades chroniques. Donc, il y a de plus en plus de personnes éligibles. Donc, en vérité, en dehors des enfants et des adolescents qui ne sont pas encore éligibles à la vaccination, une grande majorité de la population gabonaise peut se faire vacciner. Les vaccins sont disponibles. Nous disposons du vaccin Pfizer, du vaccin Moderna, du vaccin Johnson & Johnson. En ce qui concerne les contre-indications, il en existe encore quelques-unes. La contre-indication que nous observons le plus souvent est une contre-indication temporaire. Il s'agit des personnes qui ont eu une infection COVID-19 confirmée par test rapide ou par PCR depuis moins de 3 mois. Ces personnes sont inéligibles à la vaccination pendant 3 mois après la date du diagnostic. Il s'agit des personnes non éligibles, de celles qui ont présenté une allergie grave après la vaccination. On parle d'allergie grave pour les personnes qui ont fait une allergie qui a nécessité une hospitalisation. Il s'agit des personnes qui présentent des saignements anormaux et des troubles de la coagulation. Il s'agit de personnes qui ont eu une vaccination 1 mois avant la date à laquelle ils ont prévu de se faire vacciner, ou alors qui ont une autre vaccination prévue 1 mois après. Ces personnes aussi sont inéligibles pendant 1 mois. En gros, il s'agit des principales contre-indications à la vaccination, sauf celles qui ont une allergie documentée à ce qu'on appelle chimiquement un excipient du vaccin. Ceci est très rare. En ce qui concerne ces personnes, le comité de vaccination, sous la supervision de M. le ministre de la Santé, a mis en place l'établissement d'un certificat de non-éligibilité à la vaccination. Ce certificat de non-éligibilité sera établi par le Comité national de vaccination. Il s'agira d'un certificat qui portera donc les informations succinctes du patient, mais avec la raison de la non-éligibilité. Il peut s'agir d'un test Covid positif et pour ce faire, les laboratoires transféreront directement au Comité national de vaccination les résultats des tests positifs et leur certificat de non-éligibilité leur sera établi. Pour le reste, les porteurs de pathologies contre-indiquant la vaccination, j'ai oublié d'ajouter ceux qui ont fait un AVC récent, pour cela, ils devront présenter un dossier qui sera constitué d'un certificat médical établi par le médecin spécialiste de la pathologie concernée. S'il s'agit d'un AVC, il devra s'agir soit d'un neurologue, soit d'un cardiologue, par exemple. Du dossier médical qui sera présenté à une commission mise en place par le ministère de la Santé, par le COPIL. Cette commission sera constituée d'experts qui analyseront et qui évalueront et analyseront les dossiers et évalueront effectivement l'opportunité de délivrer ce certificat de non-éligibilité. Ce certificat de non-éligibilité aura un QR code et il aura une durée de validité bien limitée. Pour les personnes qui ont eu un test PCR positif, qui font une COVID symptomatique ou asymptomatique, il sera valable 90 jours. Pour les porteuses de pathologies chroniques, il sera valable 6 mois, renouvelable après justement présentation d'un certificat médical du médecin traitant qui confirmera la continuité de la pathologie chronique. En ce qui concerne la 3e dose, de la 3e dose, nous allons plutôt parler de rappel vaccinal. En effet, comme tout vaccin, on donne une dose, on fait une primo-vaccination. Évidemment, il faut faire un rappel. Il est admis, établi, qu'aujourd'hui, nous sommes à la phase de rappel vaccinal, notamment pour ceux qui ont reçu une vaccination depuis plus de 6 mois. Toutes les personnes ayant reçu le vaccin Pfizer ou Sinopharm ou Moderna entre le mois de mars et le mois de juin-juillet sont éligibles aujourd'hui à la 3e dose. Toutefois, il y a des groupes prioritaires à l'administration de cette 3e dose ou cette dose de rappel. Il s'agit des personnes porteuses de comorbidité, des personnes qui sont âgées de plus de 60 ans,
Et bien évidemment, il existera des cas particuliers qui seront traités au cas par cas. Un dispositif sera mis en place. Ce rappel, au début, ne sera pas effectif sur tous les sites de vaccination, mais très très rapidement, vous recevrez des informations concernant les sites sur lesquels la population pourra se faire vacciner. Le 13-14 sera sollicité pour ces rendez-vous afin que nous puissions cadrer et qu'eux aussi ils puissent nous aider à faire le tri pour éviter justement que des personnes prioritaires en cette période de 4e vague, que des personnes prioritaires ne puissent pas bénéficier de cette dose de rappel très attendue par la population. Nous tenons aussi à rappeler que la vaccination reste une priorité. Lorsque nous avons fait le tour avec le coordonnateur technique du COPI, le ministre de la Santé, le ministre de la Santé l'a précisé au cours de son interview, aucun vacciné n'était hospitalisé dans les sites de vaccination. Dans les autres pays, les vaccinés complets et ceux qui ont eu une 3e dose de rappel sont moins fréquemment infectés, même par le variant Omicron, et sont très rarement malades. Donc, comme toujours, nous en appelons à la responsabilité individuelle de chacun, mais pour le bien-être de tous, et nous vous invitons à vous vacciner massivement. Les sites de vaccination sont ouverts. Il y a suffisamment de vaccins pour vacciner toute la population gabonaise. Je vous remercie. Merci, professeur. Est-ce que monsieur le ministre a quelque chose à ajouter avant de passer à la série des questions-réponses? Ok, mesdames et messieurs, nous allons passer à la série des questions-réponses. Veuillez, s'il vous plaît, mettre votre téléphone en mode silencieux. Ok, revenons. Bonjour à tous. Je vous souhaite pour cette année une année sans pollution. Mais avant ça, j'aimerais vous poser quelques questions à vous poser, notamment la réaction également de ça, à travers moi. Donc, monsieur le ministre, vous avez évoqué ce chiffre, 25% des tests positifs à Omicron. Et vous avez également relevé récemment pas la difficulté, mais le temps mis pour arriver à la détection de ces cas-là. J'aimerais savoir comment est-ce qu'on pourrait arriver à une rapidité de la détection du variant Omicron quand on sait les ravages que cela entraîne. Donc, ravage, c'est entre guillemets encore. Et autre question, j'aimerais savoir si le fait d'être contaminé à Omicron exige un protocole de soins particulier. Si oui, lequel? Par rapport également à la tarification des tests, à la nouvelle tarification des tests notamment, on sait qu'elle n'entraînera nécessairement une baisse de l'activité de dépistage sur le plan national. Qu'adviendra-t-il du personnel mobilisé à ce service? Monsieur le ministre. D'accord. Oui, Freddy. Monsieur le ministre, bonjour. Freddy Moussina d'Arrière de l'Obligation 41. Pour revenir justement sur les tests PCR, vous avez parlé de dépistage de masse et dépistage VIP. Vous avez donc défini comme dépistage VIP des dépistages individuels. Mais qu'advient-il des personnes qui seront en cas contact? Parce que moi, est-ce qu'il n'y a pas un dispositif qui a été prévu pour ces personnes? Parce que si moi je suis cas contact et que je n'ai pas les moyens d'aller payer un test VIP dans un centre de dépistage, comment je fais pour savoir mon statut à ce moment-là? Est-ce qu'il n'y a pas de dispositif pour ces personnes? Merci. Deux dernières questions. Oui, Lionel. Monsieur le ministre, bonjour. Lionel Ben Gabon Diataï. Monsieur le ministre, je voudrais savoir quelle logique sanitaire y existe-t-il dans le fait qu'en lieu public, on puisse permettre à une personne vaccinée qui sera exemptée du test PCR et une personne qui n'est pas vaccinée mais qui a un test PCR de cohabiter alors qu'on sait que la personne vaccinée peut toujours contaminer l'autre. Elle peut être immunisée face au virus. La personne non vaccinée est de facto exposée à un danger. Est-ce qu'il n'y a pas une mise en danger d'autrui entretenue? Donc, préconisez qu'on interdise aux personnes non vaccinées les lieux publics. C'est ce que vous voulez dire? Monsieur le ministre, en France, le président Macron a défini un cadre à deux volets. Les personnes vaccinées d'une part et les personnes vaccinées d'autre part. On va parler de discrimination dans ce sens. Nous, le président ne veut pas de politique de discrimination.
c'est l'égalité sanitaire devant pour tous. Monsieur le Donc, ministre, on ne peut pas faire de discrimination. L'option, c'est de... Les lieux sont disponibles, mais il faut sécuriser ces lieux. Mais donc, Lorsqu'on a un test... oui. Faudrait-il pas peut-être imposer aussi donc, de partout aux personnes vaccinées de savoir leur statut épidémiologique, parce que dès qu'on est vacciné, on ne sait pas si on a la Covid ou pas. Ok, je réponds. Monsieur le ministre reviendra sur cette question très pertinente. Oui, Sinclair. Et on va prendre une dernière de Meilleur Monsieur le ministre, meilleur de Tabouyou. Monsieur le ministre, les fêtes sont passées. Ceux qui ont voyagé pour aller fêter sont en train de revenir. Également, les collèges et les lycées qui sont dans notre pays ont repris. Monsieur le ministre, est-ce que vous n'avez pas commis une erreur peut-être en disant que ceux qui sont vaccinés, lorsqu'ils reviennent, ils font juste le test et ils vont en famille, et ceux qui ne sont pas vaccinés vont en quarantaine? Je veux m'expliquer. Quelqu'un est vacciné, il arrive à l'aéroport de Libreville, il fait son test, et puis on le laisse partir, parce qu'il reviendra prendre son résultat. Mais en partant déjà là, s'il est contaminé, s'il a le virus, il va aller contaminer nous autres qui sommes restés au pays fêté. Et lorsqu'il revient prendre son test, s'il est positif, nous autres donc qu'il a contaminé là, on fait comment? Est-ce qu'il n'aurait pas été mieux, même s'il est vacciné, de l'envoyer aussi en quarantaine? Merci Sinclair. Dernière question de la rédaction de l'Union. Président du quotidien de l'Union. Je voudrais savoir si le variant Omicron a immigré vers l'arrière-pays. Et ma deuxième question concerne le rappel vaccinal. Comment est-ce que le Coquivac s'assurera-t-il que les personnes éligibles à la troisième dose la prennent, ou bien comptez-vous seulement sur la responsabilité des personnes? Merci. Monsieur le ministre. Okay, merci. Pour ce qui est de la rapidité diagnostique, non, il ne s'agit pas d'une rapidité diagnostique. Lors des dernières conférences de presse, nous évoquions que les laboratoires étaient en train de travailler pour essayer de faire du séquençage afin de savoir s'il y avait la présence d'Omicron. Et effectivement, les premiers résultats qui sont arrivés par la technique de criblage ont permis d'évoquer la présence du variant Omicron sur un certain nombre de prélèvements qui représentaient 20 à 25% des tests positifs. C'est l'information qui revient des laboratoires, c'est une information qui peut être vérifiée et c'est ce que nous communiquons. Nous avons toujours fait part de la transparence que nous ferons dans le cadre de la gestion de cette crise sanitaire. Le protocole thérapeutique, il est le même. C'est le protocole usuel avec l'azithromycine, avec du zinc, avec du paracétamol. Voilà, c'est le protocole thérapeutique usuel, habituel, qui est administré aux personnes. Donc, il n'y a pas de différence thérapeutique dans ce sens. Non, je pense que nous sommes dans une pandémie et nous ne pouvons pas démobiliser les équipes pour l'instant. Les équipes continuent à travailler. Et nous avons aujourd'hui mis en place un système de renforcement des capacités en termes d'équipe. Lorsqu'une équipe de la vaccination se retrouve saturée, les équipes de prise en charge médicale viennent à leur renforcement. Donc c'est tout le dispositif qui a été mis en place pour se suppléer, pour renforcer les équipes. Parfois même, certaines équipes sont affectées à la saisie des passes sanitaires. Donc, on ne peut pas démobiliser pour l'instant les équipes. Nous sommes à la 4e vague. Peut-être qu'il y aura une 5e vague, peut-être qu'il y aura une 6e ou une 7e vague. Nous ne pouvons pas prédire aujourd'hui de l'évolution de cette pandémie. S'agissant de la question qui a été posée par Freddy, évitons déjà d'être des cas contacts. Évitons d'être des cas contacts. Comment faire pour éviter d'être cas contact? C'est en respectant les mesures barrières. Et c'est pourquoi je dis, les personnes vaccinées ne doivent pas penser qu'elles ont une immunité anti-contamination. Non, c'est faux. Une personne vaccinée n'a pas une immunité anti-contamination. C'est vrai que la personne vaccinée résiste mieux à une contamination parce qu'elle ne développera pas des formes graves ou bien pourra éviter un décès lié à la Covid-19, mais non pas d'immunité. Donc, respectons les mesures barrières. Maintenons le port du masque, maintenons les mains propres
pour éviter que nous soyons des cas contacts. Et comme je l'ai dit, nous sommes effectivement en pleine 4e vague et une fenêtre qui est ouverte pour ce genre de personnes dans les laboratoires. Il y a une fenêtre, il y a des dispositions, il y a des instructions qui ont été données aux responsables des laboratoires, comme je vous le disais, pour faciliter le dépistage des personnes qui ne sont pas dans la catégorie VIP. Voilà, ces personnes bénéficieront des facilités pour faire le test de dépistage, mais ce sera encadré. C'est ça l'information qui est important aussi à retenir. Donc, pour ce qui est de la logique sanitaire, la logique sanitaire, elle est simple. L'objectif n'est pas d'arrêter les contaminations. Aucun pays au monde, aucun système de santé au monde ne peut arrêter les contaminations. L'objectif est de freiner les contaminations, réduire les contaminations et renforcer le système immunitaire des personnes pour que lorsqu'on a la Covid-19, nous puissions ne pas mourir, nous puissions ne pas développer des formes graves. C'est ça l'objectif, la logique sanitaire. C'est pourquoi on demande de vacciner le plus grand nombre de personnes pour que si ces personnes sont contaminées, ces personnes ne se retrouvent pas en service de soins intensifs avec de l'oxygène pour la réanimation. Donc l'objectif n'est pas d'éviter la contamination, mais plutôt de renforcer le système immunitaire de toute personne pour que si jamais elle est contaminée, elle puisse développer une forme de Covid qui ressemble à une simple grippe. Une simple grippe. C'est pourquoi on dit, aujourd'hui, la Covid est là, on doit apprendre à vivre avec la Covid et dans cette nouvelle vie qui est la nôtre aujourd'hui, c'est dire que, ok, vaccination, et puis on respecte les gestes barrières. Le respect des gestes barrières permet de freiner, de limiter et non de arrêter de manière définitive la contamination parce que le virus, c'est un microbe qu'on ne voit pas à l'œil nu. Là où on pense qu'il n'est pas, c'est là où il se trouve. Et le fait de dire qu'il faut limiter l'accès à certains lieux publics, c'est pour que ces lieux publics ne soient pas envahis par le virus. Lorsque ces lieux publics sont envahis par le virus, toute personne qui y va est contaminée, et si vous n'êtes pas vacciné, vous développez des formes graves. Et ça nécessite une prise en charge hospitalière. La prise en charge hospitalière, nous l'avons évaluée pour les formes graves, elle est de 7 millions de francs, gratuite, c'est l'État qui paye. Pendant combien de temps? Alors que nous sommes dans une phase de relance de l'économie, c'est de réduire les dépenses pour pouvoir créer de la richesse au sein de la population. Sur les vaccinés en quarantaine, la logique, elle est la même. C'est-à-dire que si vous êtes vacciné, c'est que vous avez un système de défense important. Donc, si une personne qui rentre de l'étranger, même si elle est contaminée, si vous respectez les gestes barrières, elle ne vous contaminera pas. Si vous respectez les gestes barrières, elle ne vous contaminera pas. Si elle vous contamine et que vous êtes bien vacciné, vous développerez une forme asymptomatique ou bien une forme légère. Parce que le grand stress lié à la Covid-19, c'est le fait que cette maladie vous envoie rapidement en unité de soins intensifs, en réanimation et tue. C'est ce qui fait peur avec la Covid-19. Ce n'est pas tant la petite grippe qu'on développe qui est banale et qui, au bout de 4-5 jours, passe. C'est le fait que, rapidement, si vous êtes atteint, vous avez une détresse respiratoire, ça nécessite de l'oxygène, ça nécessite une prise en charge hospitalière lourde et qui est à l'origine parfois des décès enregistrés dans certains cas. Donc voilà répondu les quelques questions qui nous ont été posées par les communicants. Merci, Monsieur le Ministre. On va peut-être, avant votre conclusion, laisser le professeur Bouillou revenir sur les spécificités liées à l'addition de la 3e dose. Et Monsieur le Ministre va conclure la conférence de presse.
Je vous remercie pour la question. Le Comité national de vaccination dispose d'un fichier de toutes les personnes vaccinées. Alors, les personnes vulnérables, les personnes prioritaires à la troisième dose seront pré-identifiées au niveau des sites et elles seront invitées par les sites à venir se faire vacciner, comme on l'a fait lorsqu'il a fallu reprogrammer les gens pour le Pfizer, pour ceux qui avaient une contre-indication au Sinopharm, etc. Et comme je l'ai dit, le 13-14 procédera aussi justement à la proposition de la troisième dose à certaines personnes. Ils auront aussi les listes. Donc le comité de vaccination s'organise pour cela et dans les plus brefs délais, l'administration de cette dose de rappel débutera. Merci, professeur. Monsieur le ministre, pour la conclusion de cette conférence de presse, première de l'année. Monsieur le ministre, votre mot de fin. Merci. Je voudrais terminer en disant que, comme vous l'avez suivi lors de son discours à la nation du 31 décembre 2021, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, fait de la lutte contre la Covid-19 une priorité sanitaire à l'effet de protéger son peuple contre cette pandémie dévastatrice. À cet effet, il a instruit le gouvernement que dirige Madame le Premier ministre Rose Christiane Oussoukara-Ponda de mobiliser toutes les ressources nécessaires pour pouvoir assurer la protection contre la Covid-19 par l'intensification de la vaccination dans le but de pouvoir retrouver une vie normale pour la population gabonaise, mais aussi dans le but de la relance de l'économie gabonaise. Les récentes mesures qui ont été prises par le gouvernement, qui ont été présentées en Conseil des ministres par le gouvernement, visent effectivement à accélérer cette vaccination afin que la population gabonaise puisse retrouver cette liberté. C'est une liberté effectivement qui est conditionnée par une protection sanitaire. Et cette protection sanitaire, c'est la vaccination. Nous avons enregistré plus de 200 morts contre la Covid-19 en 2021 et cette année 2022, je pense qu'il ne devrait plus en avoir des morts de trop ou bien des morts de plus. Nous devons tous nous unir pour que la lutte contre la Covid-19 soit une bataille collective, soit un but collectif pour le bien-être de notre population. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Merci à tous.